répercussions de la guerre au Moyen-Orient sur les économies africaines. Juste une petite note pour vous informer que l'interprétation simultanée est disponible en anglais et en français. Cliquez sur le bouton en bas de votre écran et sélectionnez la langue de votre choix. Welcome, everyone. We are delighted you could join us for this webinar convened by Academia 2063 to examine the impacts of the war in the Middle East on African economies. Focusing on a case study of Guinea, today's session will present insights into the country's energy profile, its exposure to the Persian Gulf market, as well as policy options to mitigate the impact of price shocks. We have just over an hour for this session, and we look forward to your engagement, to your interactions, especially during the open discussion segment. In the meantime, please feel free to introduce yourself in the chat. Tell us your name, tell us the organization you represent, and where you're joining from. I'm Dr. Laibu Take, Director of Communication and Outreach for Academia 2063, and joining you from Dakar, Senegal. As you know, we have a Q&A function at the bottom of your screen. If you want to share pertinent questions or contributions for the attention of the speakers, please head to the Q&A throughout the conversation and drop your reflections in the Q&A box. We are providing simultaneous interpretation in English and French. You know what to do. Click the button at the bottom of your screen and select the language track of your choice. To get things started, it is my pleasure to welcome Academia 2063's Executive Chairperson, Dr. Usman Bajan, for opening remarks. Thank you, Lai. Thank you very much. Thanks for having me. Thank you to you and your team. Welcome to our colleagues, starting with our Managing Director, Dr. Debisi Araba, and a warmer welcome to all our friends who are joining us here on this session today. And welcome to Dr. Ismail Fofana, who is kicking off this series of webinars and analytics on the impact of the Middle East war. As you know, this has been now, fortunately or unfortunately, a tradition Academia 2063 to respond to events like this, to focus on what is of critical importance for African economies and African countries, and try and shed light and get the discussion going. And by doing that, also inspire, hopefully, the right kinds of answers in time and in the direction to mitigate potential negative consequences of this crisis. We did so massively during COVID. We did during the Ukraine crisis. And here we are starting the series of looking at the impact of this crisis. We often hear two things. Oil prices are going up. We hear fertilizer prices are going up. We hear crop prices are going up. Often a lot of other things go up because the derivatives or depend on transport or depend on other things. It depends on port infrastructure, availability of fleet, and so on and so forth. So a lot of things are disrupted, a lot of commodity markets, but also different countries are affected differently, depending on the patterns of trade, depending on the economic structure, depending on the employment patterns, and so on. So it's a rather complex issue. And the answer, therefore, will have to be specific for individual countries and even sometimes for different sectors and different population groups. So the kind of analysis you're going to be hearing today is helping us create a little bit more granularity and better understanding of the crisis and its interfaces with African economies and people on the ground. So we are very excited to start this series. And we are very pleased to have Dr. Ismail Fofana kickstart this presentation. You know, Ismail is one of the top trade economists on the continent, has been for the last 10 to 15 years a very active member in helping grow the aggregate policy modeling network, doing a lot in terms of building capacities
and currently supporting his home country, the Minister of Finance, to find the right answers to the macroeconomic issues in that country. So we're happy to welcome him back here as a former colleague to start this series of webinars. So welcome, Ismail. We look very much forward to what you're going to be sharing with us here today. So for those who are just joining us, welcome again. It's always an honor and a pleasure to have you with us. Take your time, register to our mailing list so that you can be kept abreast of everything happening at Academia 2063. So back to you, Lai, and welcome to everybody. Thank you, Dr. Bajan, for setting the context for this webinar. Without further ado, I'll welcome Dr. Ismail Fofana, our panelist for today. He is a senior economist at the Ministry of Economy and Finance and Budget in Guinea, and he will be making a PowerPoint presentation on the impact of the Middle East war on African economies with a focus on a case study of Guinea. Dr. Fofana, you have around 30 minutes for your presentation. Over to you. All right. Thank you very much, Lai. Thank you, Usman. Thank you, Academia, for the opportunity. I guess you can hear me. Is that the case? Yes, we can hear you. All right. All right. Thank you. Thank you for this opportunity. Basically, I will be, the PowerPoint are in English, then because of the subject and the geographical area where it is focusing on. So basically, I'm going to be switching in French so that to make it easier to understand for especially local colleagues here and those that are advising policy making, the policy makers. So, merci tout le monde pour votre présence. Voilà, donc nous savons que cette crise est juste à ses débuts, mais déjà l'ampleur que c'est en train de prendre, c'est tout à fait normal que nos différents pays puissent suivre quel impact ça peut avoir afin qu'ils puissent informer et guider la réponse que les différents décideurs doivent apporter à cela selon les pays. Donc, pour la Guinée, c'est vraiment, disons, une analyse tout début. Donc, vous verrez que l'accent n'est pas mis sur tous les canaux. Hein. Le canal le plus important que nous avons observé jusqu'ici dans le pays qui est en train de commencer à affecter le pays, donc nous avons mis l'accent sur ce canal, mais nous allons continuer à suivre de près l'évolution de la situation et mettre à jour cette analyse au fur et à mesure. Donc, c'est un plaisir d'être là avec vous et comme Ousmane l'a dit, c'est toujours un plaisir de contribuer à ce genre d'échange avec d'autres collègues d'autres pays pour voir un peu comment, dans leur contexte spécifique également, cette analyse peut leur être utile ou bien peut déclencher même quelque chose de similaire. Alors, rapidement, je vais parler du contexte et puis le mettre en perspective selon le contexte guinéen, disons, le spécifier à la Guinée, je veux dire. Par la suite, je vais vous parler un peu de l'économie guinéenne. Tout le monde n'est pas familier à l'économie guinéenne et sur le profil énergétique du pays. Je passerai un peu de temps sur l'outil qui a été utilisé et par la suite, je passerai plus de temps sur les scénarios qui ont été développés, puis les résultats obtenus et finalement, quelques éléments de recommandation nous allons apporter, j'ai apporté à la fin. Alors, dans le contexte, je ne vais pas être long, nous savons tous que cette crise a commencé à la fin du mois de février, le 28, et s'est étendue par la suite, ce qui a contribué à perturber un peu le trafic dans le golfe Persique et surtout au niveau du golfe de Hormuz, où il y a moins de navires qui passent par là maintenant. Et donc, cela, nous savons que ce passage contribue, disons, à peu près à 20%
de l'énergie globale, du pétrole et du gaz naturel, il passe par ce passage, 20% de la consommation mondiale. Alors, depuis l'éclatement de ce conflit, nous avons observé que les prix des produits pétroliers ont augmenté de manière significative. Vous verrez que pendant le mois de mars, le prix a augmenté et puis a même dépassé la barre des $100, comparé à une moyenne de $70 autour en 2025. Et donc, ce qui montre que cette crise est en train d'affecter significativement les prix du pétrole. Pour le gaz naturel, c'est plutôt une volatilité qu'on observe. Et donc, bon, bien que cette crise-là affecte le prix du gaz naturel, mais il y a plusieurs autres facteurs qui y contribuent, qui fait que pour l'instant, nous observons une volatilité. Concernant la Guinée importe à peu près la plupart de sa consommation disons la totalité de sa consommation de produits pétroliers, et les produits pétroliers représentent le premier poste d'importation du pays. En 2025, le pays a importé près de 2,1 milliards de dollars de produits pétroliers. Et les principales sources d'information, l'origine de ces produits pétroliers, c'est plutôt la Hollande à 73%. Mais nous avons également une petite partie qui vient des Émirats arabes unis, 4%. Donc, sur la base de cette analyse, en fait, nous disons que le pays sera beaucoup plus exposé à un choc de prix qu'à un choc de volume. Mais n'empêche, s'il y a prolongement de la crise, donc nos fournisseurs eux-mêmes, s'ils pourraient être affectés en termes d'accès au pétrole pour le raffinage et pour envoyer en Guinée, ce qui fait qu'on n'exclut pas qu'à la longue, il puisse y avoir, si le conflit se prolonge, qu'il puisse y avoir également un choc de volume. D'autre part, la Guinée exporte également principalement la bauxite et l'or, qui ont représenté en 2024 près de 6,1 milliards de dollars pour la bauxite, 52% des exportations totales, et 4,9 milliards de dollars pour l'or, qui a représenté 42% des exportations totales. Et la principale destination de nos exportations d'or, ce sont les Émirats arabes unis, à 92%. Donc ici, il y a une exposition directe, mais jusqu'ici, nous n'avons pas encore observé de perturbations dans les volumes qui sont exportés vers ce pays. Et également, lorsqu'on regarde les prix, pratiquement, on ne peut pas directement faire un lien avec ce qui se passe en ce moment, parce que avant même la crise, les prix de l'or étaient en constante évolution, on a augmenté de manière régulière, et cette augmentation se poursuit. C'est vrai qu'au début, il y a eu une petite baisse, peut-être due à une question de demande de l'autre côté, mais nous n'avons pas encore pour l'instant observé une perturbation importante des volumes et des prix de l'or, ce qui nous a amené à ne pas introduire pour cette première réflexion. Nous n'avons pas introduit l'analyse de ce produit dans nos réflexions. Alors, donc, principalement, dans cette étude, nous avons analysé l'évolution des prix et l'augmentation des prix et leur impact sur l'économie guinéenne. Également, nous avons essayé de faire un certain test sur si les volumes également étaient affectés avec un prolongement de comment ça affecterait un prolongement de la guerre, comment ça affecterait les volumes. Et nous avons exploré quelques pistes de réponse politique et voir un peu comment ça contribue à mitiguer, à réduire l'impact adverse que nous avons observé.
en termes de profil de la Guinée, surtout récemment, la performance économique du pays. Donc, sachez que le PIB de la Guinée est évalué à peu près à 225 milliards de dollars. Ça, c'était en 2024 par la Banque mondiale. Et il y a eu un processus de rebasage qui vient juste d'être terminé et que ce PIB a été revu à la hausse. Je crois qu'avec ce processus, nous sommes autour de maintenant 37 milliards de dollars en 2025. Donc, voilà. En termes de PIB par habitant, nous sommes à 1695, ce qui a amené en 2024 à reclasser la Guinée comme étant un pays à revenu intermédiaire dans la tranche inférieure. Et récemment, la croissance en 2025 et 2026 de la Guinée a atteint 7,2% en 2025 et ce qui est prévu pour 2026, avant même qu'il y ait eu le déclenchement de cette crise, c'est autour de 10,5%. Et donc, durant cette période, la Guinée a la seconde croissance la plus rapide en Afrique, après le Soudan du Sud. En termes de structure de son PIB, nous avons l'agriculture et les services qui sont relativement importants en termes de secteur, mais également l'industrie. L'industrie, et principalement ici, ce sont les mines qui ont contribué depuis 2015 à accroître le PIB, mais également qui ont pris de plus en plus de place en termes de création de richesses. Et vous avez remarqué ici que la croissance au cours des dernières années a été tirée principalement par l'agriculture et l'industrie. En termes de profil énergétique, nous dépendons à 100% de l'approvisionnement extérieur, vu que nous ne produisons pas et nous ne raffinons pas ces produits pétroliers. Et donc, en termes d'énergie moderne, bien que l'électricité, les 2 tiers de la production d'électricité proviennent de l'hydroélectricité, donc à partir des générateurs hydroélectriques. Donc, le tiers est encore thermique, et qui, ajouté déjà à tout ce qui arrive comme produits pétroliers pour le transport et autres domaines. Donc, à peu près, nous sommes autour de un peu plus de 80% de la demande d'énergie moderne, ou bien, disons, des besoins en énergie moderne est satisfaite par les produits pétroliers, ce qui accroît l'exposition du pays à ces crises qui viennent de l'extérieur. Donc, vous verrez ici, en termes de secteur, les ménages consomment en grande partie tout ce qui est essence, mais également l'essence est utilisée en grande partie dans l'agriculture et dans le transport, parce que dans le transport, surtout les dernières années, avec les motocycles qui ont pris beaucoup plus d'ampleur et qui utilisent principalement de l'essence, donc ça a pris une grosse place dans la structure de profil énergétique de ce secteur transport. Nous avons les autres produits énergétiques comme les fuels lourds qui sont utilisés, le mazout, qui sont utilisés pour la production d'électricité, mais également dans les industries extractives qui produisent leur propre électricité. À part cela, c'est le diesel qui est utilisé dans la plupart des secteurs industriels. Alors, pour l'outil analytique, donc au cours des dernières années, nous avons développé à la Direction nationale de la prévision économique et de la conjoncture, qui est la Direction nationale de l'économie de Guinée, un certain nombre d'outils économiques qui permettent au pays, quand il y a de tels besoins analytiques, que ça puisse se faire rapidement, que ça ne prenne pas du temps. Donc, principalement, ce que nous avons fait, c'est s'assurer que les bases de données ont été apprêtées, donc les données ont été apurées, ont été mises à jour, et que les outils également sont prêts pour cela, pour des demandes en termes analytiques, mais également que le personnel, qui est un renforcement de capacité du personnel pour pouvoir les utiliser. Et donc, nous avons développé un certain nombre d'outils, y compris l'outil qui a été utilisé dans cette analyse, un modèle énergétique, un modèle d'équilibre calculable énergétique, ce qui permet de répondre rapidement
aux différents besoins analytiques du pays. Donc, ça nous a permis de faire en une semaine, 2 semaines déjà, nous avons pu consolider, avoir quelques éléments de réponse sur l'impact de cette crise, et une note a été préparée et partagée avec Madame la ministre, qui avait sollicité, qui avait fait cette demande-là, d'avoir un peu plus d'éclaircissement sur d'éléments sur comment cette crise-là va impacter l'économie. Donc, nous avons pu nous déployer rapidement parce que déjà, il y avait le prérequis qui était déjà là, les données, les outils et puis l'expertise pour pouvoir le faire. Au-delà même de la ministre, également Rio Tinto qui nous appuie dans cette initiative. Également, une note a été préparée pour cette structure privée, cette compagnie minière. Hein, également, ils ont, pour avoir une idée comment ça l'affecte. Donc, c'est la disponibilité des données, des outils, de l'expertise a permis de se déployer rapidement et de produire un certain nombre d'éléments. Alors, le modèle que nous avons utilisé est un modèle d'équilibre général calculable en dynamique séquentielle qui est axé sur l'énergie. Donc, c'est un modèle d'une économie ouverte, comme la plupart des modèles qui sont construits à l'extérieur, avec la particularité que c'est l'accent sur l'énergie. Donc, par exemple, le capital énergie qui est modélisé. Et également, on a adapté le modèle à l'économie guinéenne, surtout en termes de côté minier, l'offre de mines qui est peu réactif au prix. Donc, il faut s'assurer que l'élasticité ici prix de l'offre est relativement proche de zéro. Il ne bouge pas beaucoup parce que les plans de production sont déjà faits, et puis donc même quand il y a changement de prix, etc., à court terme, c'est difficile pour ce secteur-là de bouger. Donc, le modèle a été calibré aux données guinéennes à travers une matrice de comptabilité sociale que nous avons eu à construire en 2021, le plan d'emploi de l'économie, mais nous avons mis à jour cette matrice pour 2025 pour s'assurer que nous avons les données les plus récentes pour pouvoir faire l'analyse. En termes de scénarios et de résultats, donc nous avons analysé 3 scénarios principalement, et à l'intérieur, surtout le scénario 2, nous avons eu plusieurs sous-scénarios et options de réponse. Donc, le premier scénario que nous avons analysé, c'est la référence, ce qu'on appelle en général business as usual. S'il n'y avait pas de guerre, comment l'économie allait se comporter en 2025 et 2026. Et donc, toute comparaison que nous devons faire, c'est par rapport à ce baseline 2025-2026, hein, et pas 2025, et pas 2026-2027, pardon, et pas 2025. D'accord? Donc, il faut d'abord projeter l'économie en 2026 et 2027 sans crise, voir quel est le niveau de croissance et tout qu'on allait avoir. Et puis, ajouter maintenant la crise et voir comment nous allons dévier par rapport à ce baseline. Raison pour laquelle, dans le scénario 2, donc à partir de cette référence, nous essayons de voir comment les augmentations du prix des produits pétroliers affectent l'économie guinéenne. Et là, nous avons fait 2 sous-scénarios. On a regardé transitoire, si l'augmentation des prix a lieu uniquement en 2026 et qu'en 2027, nous revenons au prix, disons, de 2025, ou bien si ça se prolonge et que les prix restent relativement élevés parce que les infrastructures énergétiques ont été atteintes, il faut du temps pour pouvoir les reconstruire, donc les prix restent à un niveau relativement élevé avant que donc ces 2 scénarios transitoires, 1 année d'augmentation de prix ou bien 2 années d'augmentation de prix. Alors, pour chacun de ces scénarios, nous avons regardé les politiques de réponse de l'État. Si l'État ne fait rien, laisse le prix aller aux consommateurs, donc transmission, totale transmission, ou bien l'État dit, bon, je subventionne, je ne transmets pas le prix, je les garde, donc ça c'est 100% de subvention, pas de transmission. Et puis nous avons regardé un scénario intermédiaire, bon, si chacun faisait un peu, moi je laisse 50% passer, je gère 50%, ça c'est le scénario partiel, de transmission partielle. Donc nous avons regardé ces 3, je reviens sur les résultats pour chacune de ces politiques de réponse. Et par la suite, nous avons regardé les volumes. Nous avons vu s'il y a
une baisse de volume. À ce niveau-là, c'est un peu difficile. Nous savons qu'il n'y a pas d'option de réponse vraiment à court terme pour ça. Et donc, vous verrez également quel est l'impact que cela a sur l'économie. Alors, en termes de transmission de prix, donc ici, nous commençons d'abord par analyser s'il y a une augmentation du prix du pétrole de 70, on parle de 70 dollars en 2025, et on dit, bon, il y a 10, 80, 90, 100, 110, etc. Donc, nous avons fait cette série jusqu'à 150, et ce qui est en noir ici, que vous voyez, c'est en termes d'augmentation par rapport à 2025, donc 70 dollars. Et puis, ce qui est en marron, c'est comment la transmission de prix se fait au niveau de la pompe en Guinée. Parce que la structure des prix, il y a des charges qui sont fixes, qui ne vont pas changer. Et donc, raison pour laquelle le choc n'est pas transmis à 100%. Donc, vous verrez que si les prix sont à 100 dollars, les prix du brut sont à 100 dollars. Ça représente par rapport à 2025 une augmentation de 43%, mais au niveau local, à la pompe, c'est une augmentation de 33%. D'accord, etc. Donc, c'est ce qui. Donc, le choc que nous avons fait dans le modèle, c'est le second choc, c'est vraiment au niveau du consommateur, quel est le prix quelle est l'augmentation de prix qu'il va ressentir. Alors, en termes de référence, donc on se dit qu'à ce niveau, il n'y a pas de choc dans l'économie. Donc, la croissance que nous avons repliquée, c'est 2026, 10,5% de croissance. Ça, c'est la croissance qui est qui était prévue par la Banque mondiale avant la crise. Et puis par la suite, on laisse aller, c'est qu'en 2027, avec l'effet d'accumulation, etc., on serait à 13,5%. Donc, une croissance à 2 chiffres. Dites-vous qu'en ce moment, vous allez voir ici au niveau de la valeur ajoutée par secteur à ma partie gauche, que cette croissance est tirée principalement en grande partie par le secteur minier, parce qu'en ce moment, nous avons des investissements massifs qui sont en train d'être faits dans le secteur minier avec le projet Simandou, dont certains d'entre vous ont entendu parler. Et donc, si vous regardez en termes de répartition par type de dépenses, PIB, c'est vraiment la formation brute de capital fixe qui est en train d'augmenter, donc l'investissement qui est en train d'être fait. Et nous allons commencer les premières exportations cette année dans ce secteur, donc ce qui va également continuer à booster. Et si vous regardez en termes de consommation en énergie, en produits pétroliers, oui, donc le diesel va augmenter de façon importante parce que ces secteurs miniers utilisent beaucoup de gasoil, c'est ça, diesel, gasoil. Et donc, c'est ce qui augmente principalement, mais également, nous avons une augmentation à peu près de 9% cette année et 16% d'essence et les autres aussi, etc. Donc, l'effet de croissance qui booste l'économie, qui booste la demande, qui booste la consommation, va amener à ce que ça augmente. Vous allez voir que l'électricité ne suit pas la même dynamique parce que la contrainte, c'est au niveau de l'offre ici. La production d'électricité est relativement fixe, disons, augmente légèrement d'une année à l'autre, à moins que de nouveaux investissements arrivent pour pouvoir produire davantage de kilowatts et journée. Donc, vous allez voir ici, c'est à peu près 3%, ça augmente par an. Alors, maintenant, par rapport à cette référence-ci, il y a une augmentation des prix des produits pétroliers. Cette série d'augmentations, nous avons regardé allant de 80, donc 10 dollars de plus sur le baril, à 90, 20 dollars, à 100, 110, 120, jusqu'à 150. Nous voyons qu'en termes d'impact sur le PIB, sur les perspectives de croissance, même à travers la formation brute de capital fixe, et puis sur la consommation des ménages, jusqu'à à peu près à 100 dollars, c'est relativement modeste. Nous sommes autour on perd 1,4% en termes de PIB, croissance. Bon, en termes comme l'épargne des ménages baisse, de perspective de croissance pour 2027 va baisser également, mais relativement limitée. Si on regarde la consommation des ménages, c'est autour de 2,5%. Nous avons défini cela comme étant le scénario optimiste. C'est qu'on va se retrouver cette année autour de 100 dollars le baril, comparé à 70 l'année dernière.
Donc, ce choc-là, c'est 33% d'augmentation des prix au niveau local, hein, sans subvention, transmission, totale transmission. Alors, si on est à 150 dollars le baril, l'impact, c'est 3 fois ce qu'on a observé dans le scénario optimiste. Donc, c'est relativement élevé. C'est 4% de croissance qui est perdue. Et c'est, en termes de perspective de 2027, c'est également très élevé parce que plus du tiers des investissements, il y aura une baisse, hein, des investissements privés. Hein, et puis, ça va affecter de manière importante 7% de la consommation des ménages. Donc, à 150, là, on a dit que c'est le scénario pessimiste. C'est vraiment là, l'économie va être mise à rude épreuve, quoi. Alors, si on regarde en termes de répartition entre les différents ménages, donc là, maintenant, on se focalise sur le scénario optimiste. On se dit que jusqu'ici, avec tout ce qu'on a observé, hein, en termes d'évolution des prix, hein, et les discours et tout ça, pour l'instant, on se dit qu'on est autour du scénario optimiste. Hein, d'accord? Donc, on va faire une analyse beaucoup plus avancée sur ce scénario optimiste. Maintenant, si après l'information change et au-delà, donc, il faut devoir qu'on continue à bouger maintenant, continue à faire cette veille stratégique-là. Donc, on est autour du scénario optimiste qui est 100 dollars le baril, hein, cette année en moyenne, d'accord? Et on regarde maintenant comment les différents ménages, l'État, hein, et puis les différents secteurs vont être affectés. Et on voit ici que oui, le secteur manufacturier sera le plus affecté après les services, après l'agriculture. Hein, les secteurs miniers, relativement moins, et la consommation finale des ménages baisse et le gouvernement également, son revenu et son déficit augmente. Donc, tout le monde est affecté. Hein? Tout le monde est affecté, peut-être pas de la même ampleur, mais l'impact est négatif pour tout le monde. Alors, on se demande maintenant, bon, est-ce que, hein, ça c'est la réponse c'est qu'on ne fait rien, on laisse les prix aller directement aux consommateurs. Et donc, on se demande, bon, et si l'État décide de dire, bon, je vais subventionner, est-ce que cela va créer un peu de disparité en termes de, non seulement d'impact sur l'économie dans son ensemble, mais également qui gagne, qui perd, etc. Donc, c'est ce que nous avons vu ici avec différents scénarios, hein, de subvention, donc 100% de subvention, 50% de subvention, et le scénario que je viens juste de présenter, qui est la transmission, qui est 0% de subvention, et c'est le premier que vous avez à la seconde, deuxième colonne, c'est exactement la même chose. Ce qu'on observe, c'est que subvention, que ce soit 50%, 100%, c'est améliore le sort de tout le monde, à l'exception de l'État. D'accord? Ici, excusez-moi, le signe du zéro government déficit, là, ça doit être positif. Donc, le déficit, normalement, augmente de 0,3 à 0,6 à 0,9 à cause de la subvention, d'accord? Et son revenu également va baisser moins du fait que les autres acteurs économiques sont moins affectés si on compare les différents scénarios. Donc, ici, le message est que tout le monde est bien, hein, sauf l'État, hein, parce que l'État doit prendre en partie, hein, les charges de cette subvention qui vont certainement se transmettre disons, à l'investissement. Alors, ici, nous avons regardé, nous avons essayé de comprendre un peu si le choc n'est plus transitoire et que les prix restent au moins pour les 2 prochaines années. Hein, quel est l'effet? Bon, l'effet ici, ce qui en ressort, c'est que l'impact sera beaucoup plus élevé. Disons, la magnitude, en termes de magnitude, ce serait beaucoup plus élevé, d'accord? Et donc, si on subventionne également, l'impact sera beaucoup plus significatif en termes de différence par rapport à laisser passer. Par exemple, si c'est juste une année de choc, si on laisse passer, on perd 1,2% de croissance. Si on subventionne à 50%, on a 1 point de croissance. Donc, c'est 0,2 points de pourcentage ici qu'on gagne. Mais si le choc est élevé et qu'on va être à moins 1,9% si on ne subventionne pas et qu'on subventionne, on est à moins 1,4%. Donc, on gagne à peu près 0,5% en termes d'impact sur le PIB. Donc, si ça se prolonge, c'est là où la subvention elle est intéressante.
Et ici, dites-vous que la subvention, elle est temporaire. Et la subvention, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet juste de soutenir la consommation finale au détriment de l'investissement. Et dans l'économie guinéenne, la plupart des produits qui rentrent dans l'investissement sont en grande partie importés. Hein. C'est tout ce qui est machinerie et tout dans la construction également. Il y a plusieurs produits intermédiaires là-bas qui sont importés, ce qui fait que, comparé à la consommation finale, son impact sur l'économie est relativement moins élevé. Donc, soutenir la consommation finale contribue plus à soutenir l'industrie locale et donc avoir un impact beaucoup plus important sur l'économie que ne pas soutenir la consommation finale et laisser et ne pas détériorer l'investissement. Voilà. Donc, nous savons que dans la plupart des études, quand on subventionne un produit, c'est juste un transfert de la consommation finale vers l'investissement. C'est juste un arbitrage fait entre les deux, mais selon la structure de l'économie, si les deux n'ont pas les mêmes, ne se présentent pas de la même façon, n'ont pas les mêmes liens avec l'économie locale, c'est là où il y a une différence. Alors, donc, ensuite, nous avons regardé pour les prix maintenant, les volumes, pardon, comment ça se présente. Si on a des chocs de volume comment l'économie va se présenter. L'économie est beaucoup plus sensible aux chocs de volume parce que les options d'ajustement sont rares, que ce soit au niveau des privés, que ce soit au niveau de l'État, c'est beaucoup plus difficile. Quand, les autres prix, on coupe par-ci, on coupe par-là, on essaie d'ajuster de telle sorte qu'on ne détériore pas trop notre situation. Mais quand il n'y a pas de produits pétroliers, il n'y a pas de produits pétroliers. Peut-être quelqu'un peut dire, tout ce qui est biomasse, ça pourrait être comme alternative, etc. Bon, c'est vrai, nous n'avons pas regardé cet aspect de biomasse là aussi, mais ça reste limité. La substitution entre la biomasse et les produits énergétiques modernes est relativement limitée. Donc, ce qui fait qu'en termes d'options d'adaptation, c'est assez difficile. Donc, vous allez voir ici que juste 0,5%, 5,5, autour de 5,5, 6% de baisse du volume dont l'économie a besoin à l'année de base, comme en 2026, s'il y a cette réduction de 6%, l'économie est déjà en récession. Donc, ce qui fait que c'est très, très limite par rapport au choc de prix dont on parle. Alors, finalement, ce que cette étude ressort, c'est que l'économie guinéenne est très dépendante des produits fossiles, venant de l'extérieur, à peu près 80%, qui représentent 18% de la valeur de nos importations. Le pays est relativement, disons, exposé au marché du Golfe Persique, principalement à travers l'or qu'on exporte aux Émirats arabes unis, sur l'exposition directe, mais en termes de produits pétroliers, l'exposition est moins directe et moindre. On a une exposition plutôt indirecte à travers les pays européens, surtout la Hollande où on importe 73% de nos besoins. Alors, donc, le pays commence déjà à subir le choc de prix que nous avons tous observé. Et donc, si ça, comme on a dit, si ça continue, si la crise se prolonge, donc il est bien probable que le choc de volume également vienne s'y ajouter. En termes de perspective de croissance économique et de réduction du bien-être, oui, il y a un impact négatif sur tout le monde, sur les ménages, sur l'économie en général. Et c'est plus significatif lorsque le prix du baril dépasse les $100. Et nous avons vu que la gestion même de la crise par l'État, oui, va également affecter l'ampleur de la crise, et une subvention temporaire des prix des produits pétroliers pourrait donner un impact, pourrait réduire ou mitiguer l'impact négatif que nous avons observé dans l'économie et sur le bien-être des ménages, comparé à une situation où on a une transmission directe des prix. Merci pour votre attention. Je vous redonne la parole, Laïd. Thank you so much, Ismail.
presentation. Thank you for your presentation, Ismail. Do you want to mute your mic, please? I think we're getting some feedback from your end. Thank you for that presentation. So right now, the floor is open for a discussion. Do you want to share a few reflections, Dr. Bajan, before we invite questions from the audience? Well, I just wanted to say perhaps thank you to Dr. Fofana for a brilliant presentation, but also in particular, the fact that the reaction time was so quick. You're ready, that they say, loaded and ready to go. This is what we would like to see in each and every country, so that they have the data and the tools and the expertise and capacity to react to these kind of situations. As you know, we have started building the Africa Trade Outlook portal that should allow us to do this with that kind of speed for over 40 African countries. You've been part of that. You know what that's the promise of that is. So we'll accelerate that work moving forward. But this is exactly what we need for every country. Of course, I know, Ismail, you focus this on energy and the implications of disruption of global energy markets. The crisis is going to be touching other things, in particular fertilizers and perhaps some food commodity imports as these drugs. So as you look at the extension of this work and beyond energy in 2027, you might want to look at those different implications that are possible, at least constellations that we could observe, and what it would mean for Guinea over the next 3, 4, 5 years. This shock is not going to be short-lived. It's going to be having ripple effects over the next 3, 4 years or so. But thank you, excellent work. So back to you, Lai. Thank you, Dr. Bajan. And your reflections kind of respond to the first question I have seen in the Q&A from Babasi. Merci pour ce webinaire et la présentation partagée au-delà de la Guinée, les pays, les organisations sous-régionales et continentales sur la nécessité de mener ce genre d'analyse afin d'identifier les impacts de cette crise sur nos économies et les pistes de solutions. Est-ce que ce groupe peut pousser dans ce sens? So your response highlighted the fact that this kind of analysis should be continued. Ismail, do you want to respond, to react to Usman's comments before we take more questions from the audience? No, Lai, we can go ahead and take questions. Yeah, wonderful. I think that's Usman's reactions answer the questions that was asked there. And the work that academia has been doing is really to make sure that these kind of tools are ready, and the expertise also across the continent is available, so that whenever the demand is come from, we can quickly, the institution can quickly respond to that demand through this kind of through the tools and the expertise that are available. Yeah, that's what I wanted to say. Thank you. Back to you. Thanks, Ismail. I see a hand from Bamlaku Alemo. The floor is yours. Bamlaku Alemo, your mic is open. Do you want to go ahead and ask your question? Yeah, can you hear me? 5 on 5. Go on, please. All right. Okay. Is 150 per barrel based on a historical high, or how was it determined for the pessimistic scenario? Thank you. Sorry, could you repeat that, please? I'm asking about the pessimistic scenario, the 150 per barrel. How was it determined? Was it based on the historical high, or how was it that they arrive at 150 per barrel?
for the pessimistic scenario. Great, thank you. Ismail? Thank you. Yeah, I mean, this is just a scenario. It was not based on a historic assessment on how high the barrel has increased. We just, you've seen that we have moved from 80 to 90 to 100 until, just to assess the sensitivity of the economy to a different level of price shock. So it's a scenario. Back to you. Okay, thank you. I'm asking this because in 2008 it was 147. So just in case you considered that, and you might have expected the same increment this year around. Thank you. Thank you, Bandaku. We have Mekonnen. Yes, if you can hear me. Thank you, Academia, for preparing this very interesting platform and sharing the works of Dr. Ismail Fapana. Of course, I tried to write it on the chat, my question on the chat. My curiosity is that, because of increasing oil prices, the agriculture tends to decline by about 1.2%. Well, in Guinea, it did that most of the production in agriculture not much mechanized. Is it because it is mechanized that the oil price shock decrease the contribution agriculture? I raise this because in the case of Ethiopia, mechanization is in agriculture is less than 10%, I can say. So maybe the impact of increasing oil price may not be that much in the production. Rather, maybe the in case of transportation and other agricultural meaning services could uh, decrease by some amount of by some percentage, but it may not be that much. So the fact that agriculture is mechanized could make the effect very sensitive to the increased oil prices. Thank you. Thank you, Mekonnen. Ismail, did you catch that? He was drawing the Yes. parallel between Yes, I organization and the increase in energy prices. Do you want to react yeah. to? All right, thank you, Lai, and thank you for the questions. Yes, the level of mechanization is very, very low. So in terms of direct impact, it may not be that much. Even if you see how the expenses, in terms of share in the total expenses, operational expenses in the agriculture sector, if you compute the share of petroleum products, it's very, very low. It's not that significant. So basically, in terms of direct impact, it may not be that much. It may not be significant. But in terms of indirect impact, the way households are impacted, and it's agriculture and food products budget share is relatively high in the final consumption of households. So basically, when you let the price of oil pass through, so basically that would have a negative impact on their purchasing power, and then that purchasing power, then they will cut here and there, including on food
So my name is from academia. I would like to better understand how the subsidy is financed in a model. Additionally, it would be good if you could clarify whether the subsidy is applied across the entire economy or if it's just limited to retail fuel prices. I think this will help to assess or understand this potential negative impact that you observe even under this 100% subsidy scenario. Thank you so much. Ismail? Yes. Yeah, it's the entire economy. Basically, right now here in Guinea, the price of gasoline and diesels the prices are fixed. All right, they are around $1 and 1.4 US dollar. So it's 2 mil here in Guinea. So it has been like that for mostly 3 years, let's say almost 3 years, more than 3 years. So basically, these prices are fixed for the entire economy, but you have different sectors like the mining, they have their own prices. And the price is still, when you look at the mining market, they call it the marché minier, the price is also 12 000, all right? So basically, it's the entire economy. So prices are fixed. If you go to the gas station, you pay at 12 000. If you the mining sector also, if they have to, there is a structure that is called public structure that is called here SONAP, Société Nationale du Pétrole, who is import what the need of the economy to totally import, how the monopoly importing this the petroleum products and then sell it to different actors, including the mining sector. So basically, it's the entire economy. We have also additional simulation that we did, just saying, putting our mining sector out of the subsidy, just saying, they can support the price increases, etc., etc. But in terms of impact on the economy, it's marginal. If you don't subsidize the mining sector, yes, the government deficit is less important than when you support it. But in terms of additional, is 0.1 percentage point impact on GDP. So it's not that's it's not huge. I hope that I responded to your question. I see Gideon Onuma. The floor is yours. Hello. Yep. Thank you for the presentation. One thing that I found quite interesting was the dependence of Guinea on the Netherlands for supply. So substantial volumes of supply of refined petroleum products. Now, in your analysis, did you look at how this is going to affect the prices that of the delivered products into Guinea, considering that Netherlands itself may be importing crude oil from other sources, including maybe from the Middle East? And did you also, beyond subsidies, which I look at as short, look at the possibility of the impact of diversification of sources to include, for instance, West African suppliers like the Dangote refinery for refined products, or increasing or building up capacity of local refinery for petroleum products? Did you have those considerations as an option that the government of Guinea could look at going forward? Thank you.
Ismail? Yes. All right. Thank you, sir. Basically, in terms of price scenario, yes, we did not go into that level of details on the supply side to see what is the structure of the cost structure of the supplier and an increase of 10, 20, or 30 US dollar of the crude oil price is how it's going to be translated into a refinery uh, petroleum product price. But what we have tried to understand in how much, what is the cost, the additional cost of refining a barrel of petrol of oil, petroleum product or petroleum oil. So basically, we saw something like $5 to $10. We know that for the case of Guinea, it is around 10 to 15 to up to $20 per barrel. So basically, but we did not reflect that. So basically, we just said we did not reflect that. We may have gone to that level of details and probably have a lower lower changing prices. But we understand the structure of the prices locally when the refinery refined products the safe import costs from the safe import costs, what is the structure, etc., etc. That's what that's where we started from. We just increased the safe price. What we may have done it also on the other side, just assuming that there is $10 additional dollars on the barrel to refine it, or 15 or 20. In terms of thinking of South, I think one of the recommendations that has gone to the Ministry of Finance was to start right now the economic diplomacy, start discussing with Nigeria on the options of, just to anticipate or to be on the safe side when the volumes, will start being impacted. On the other side, we know that 6% of the imported the Europe imports 6% of the crude oil outside the European Union. Outside the European Union, 6% of the importations comes from that region. So it's still, the exposure is still low. All right. But anyway, we recommended that they start the economic diplomacy right now with Nigeria to see if there are options to diversify their import sources. Thank you. Back to you, Lai. Hello, Lai? Yes. Okay, all right. I was not hearing you anymore. Can you hear me? Yes, I can hear you. Back to you. Suleiman Sadio Diallo. Hello? Oui, allez-y. Please go ahead. Merci. Merci. Je voudrais remercier Africa Academia 2063 pour cette opportunité et féliciter Dr Fofana pour cette belle présentation. Euh, j'ai un commentaire et une question. Le commentaire, en fait, c'est pour appuyer un peu la réaction du docteur Badian et puis de Mekonnen sur des possibilités de prolongation, de poursuite de l'étude. Euh, je suis d'accord avec Mekonnen, et Ismaël a répondu, le taux de mécanisation, la mécanisation est très faible en Guinée, donc l'impact direct de cette crise sur le secteur agricole est nécessairement, par le biais des prix, va avoir des effets
faible. Mais je pense que il serait intéressant de poursuivre le travail en ajoutant un peu le canal des engrais, parce que là aussi, c'est un canal par lequel cette crise va affecter l'économie guinéenne et particulièrement le secteur agricole. Et donc, ce serait intéressant de poursuivre le travail dans ce sens-là et ça pourrait donner des résultats encore plus significatifs, notamment pour ce qui concerne l'agriculture et la sécurité alimentaire. Euh, la question euh, est relative à un peu au bouclage du modèle euh, en rapport avec les politiques des réponses que Dr Fofana a présentées sur les subventions. Euh, Est-ce qu'il serait possible de revoir un peu le scénario en essayant de maintenir, puisque les résultats qu'on vient de voir, lorsqu'il y a subvention, toute l'économie est gagnante, sauf le gouvernement qui voit son déficit filer. Et nous savons que ça va être une réponse de court terme, mais ce n'est pas soutenable si la crise perdure. Est-ce qu'il serait possible de voir la possibilité euh, d'examiner un niveau de subvention qui serait compatible avec l'idée de garder le déficit euh, constant dans le temps? C'est la question que j'avais à poser et merci beaucoup pour cette belle présentation. Quoi? Ismaël? Oui, merci Suleiman, merci. C'est une réaction pertinente. Oui, pour les engrais, c'est un canal que nous sommes en train de suivre. Peut-être que c'est vrai que nous entendons que ce canal-là également a été déclenché. Hein, donc, nous sommes en train de voir un peu collecter les évidences pour voir est-ce que c'est un canal, est-ce que ce canal a été impacté de manière significative et donc voir un peu comment l'intégrer dans notre analyse. Et en même temps, nous suivons d'autres canaux parce que nous sommes exposés directement à travers les exportations d'or. Donc, ça, c'est un canal très sensible que nous suivons régulièrement. Et donc, y compris, on va ajouter maintenant les engrais. Donc, voilà, la veille continue. Et à chaque fois que nous avons de nouveaux résultats, nous essayons de tester cela avec ça. Mais nous essayons de voir également, au-delà même de ces canaux, j'en ai pas parlé, nous essayons de voir le lien avec la bauxite, parce qu'en général, il y a un couplage, nous avons entre les prix les prix du pétrole brut et le prix de l'aluminium à cause de l'augmentation du coût de production. Le coût de production de transformation de la bauxite en aluminium est relativement énergivore. Ça utilise beaucoup d'énergie. Donc, lorsque le coût de cette énergie augmente, et donc du prix du baril de pétrole, le prix également de l'aluminium augmente. Et l'aluminium, c'est le prix de référence de la bauxite à l'échelle internationale. On a les marchés de l'aluminium. Donc, ça aussi, c'est un canal que nous sommes en train de suivre. On suit également le fer, parce que cette année, nous allons commencer à produire du fer de façon importante avec le projet Simandou. Donc, avec le fer, comment ça se passe? Nous avons vu pour l'instant que l'élasticité, il y a un découplage. Donc, quand le prix des produits énergétiques du pétrole augmente, le prix du fer diminue certainement. C'est l'effet de demande que ça a sur l'économie globale, l'économie mondiale. Donc, la demande de ce minerai de fer, qui est une matière première, également va diminuer, etc. Donc, tout ceci fait partie de la veille stratégique que nous sommes en train de faire. Donc, merci pour nous avoir rappelé l'engrais. Oui, nous le suivons également. Maintenant, le bouclage du modèle en termes de subventions pour garder son déficit, c'est difficile parce que c'est vraiment, nous pouvons, tout le monde perd. Tout le monde perd. N'oublions pas que d'abord, le choc de prix du pétrole, c'est un transfert de richesse, disons, des pays nets importateurs aux pays nets exportateurs. Donc, tout le monde va voir sa situation se dégrader, y compris l'État. D'accord? Maintenant, si l'État veut la meilleure situation pour l'État, c'est de ne pas subventionner. D'accord? Ça, c'est l'un des extrêmes. L'autre extrême, c'est de subventionner. D'accord? Maintenant, entre les deux,
c'est ça, il fait un choix en fonction d'un certain nombre de critères pour dire est-ce que je me mets entre les deux, etc., etc. Donc, on ne peut pas avoir une situation où il ne peut pas avoir son niveau de déficit dégradé. D'accord? Parce que c'est ça, c'est une des extrémités. Maintenant, nous ne sommes pas en train de parler ici de financement extérieur du déficit de l'État pour pouvoir, etc. Oui, donc quand il y a de l'argent neuf qui va rentrer, tout ce qu'on a vu là, ce ne serait plus des extrêmes, ça va améliorer. D'accord? Donc ça, c'est une autre option pour l'État de dire, ah, je vais financer. Mais nous ne pourrons pas analyser, comparer cela parce que oui, le financement extérieur dans toutes les situations, même de référence, quand tu apportes cela, il n'y a pas de choc, de crise, l'économie s'améliore. Donc, en situation de crise également, si tu l'apportes, l'économie va s'améliorer. Donc, c'est ça. C'est ce que je voulais dire à propos de ce bouclage-là et la subvention de l'État. Merci. Merci, Ismail. So we have, I'm just going to throw one final question at you. It's sort of a broad question for our general reflection from Osagie Aimwibu. What has been the impact of petroleum producing African countries on the impact of prices in African countries? So how is this affecting petroleum producing African countries, or how can they leverage this situation to their economic advantage? Ismail, any general thoughts on that? How the crisis will be affecting in general, in general in Africa and outside Africa. I think this is also an opportunity to think long term. All right, so depending on the comparative advantage of countries, basically it's a good time to think about positioning themselves for the next, all right, because we're still gonna have next energy crisis, etc. I think what is important to make sure that you more and more, you build resilience, a resilient economy, so that the next impact will not affect your economy at the same, level, the same magnitude as this one. All right, I can talk for the specific case of Guinea. One of the recommendations is continuing investing in the hydroelectricity, because it's one of the comparative advantage that Guinea has. Guinea has this potential to, to increase its hydroelectricity productions. And then, yeah, it's maybe one side of the story. And then how about transportations? What are you going to do about it? So basically, we know, the momentum that we have right now with all the electric stuff, things that are coming in, public transportations, investing in massively in public transportations and making it electric. If you invest in hydroelectricity, then you create some resilience in different sectors of the economy. So basically, that's what I can do for the, this is a kind of discussion we're having here in Guinea, to think long term and then to see how the next crisis will have a lower impact than what we are observing, what we'll be having this time around. Thank you. That's what I can say. Back to you. Thank you so much, Ismail, for those final reflections. And thank you to all our participants for your very pertinent questions and reflections. We are now moving to closing remarks. I just want to check if our managing director is connected. You can hear me? Yeah, I'm here. Yes, I can. Thank you. Thank you, Light. Thank you, Dr. Professor. Ladies and gentlemen, thank you very much for joining us today. I think there are a lot of takeaways. I've appreciated the engagement from our delegates who logged in and listened in and asked the questions. Two things
jump out at me. The first is when we talk about resilience, the foundation of resilience is knowledge and insights. And without the necessary data or database, we cannot derive the knowledge and insights. So without the database, we cannot come up with the responses to three questions. The first is what? What's going on? The second is so what? What's the implication? And the third is how? How do we respond? So with platforms such as the African Growth and Development Policy Modeling Consortium, AGRODEP, convened and curated by Academia 2063, we support climate policy modelers and economic policy modelers across the continent of Africa to ensure that we build a rich and deep network of high quality professionals who are able to support public institutions to do exactly what we're doing right now. I've seen in the Q&A someone mentioning 2008. Others mentioned, of course, 2021, 2022 with the COVID the pandemic and also the Russia-Ukraine conflict. There are lessons that we've learned from these external shocks that are translating into policy robustness. So we say the policy muscles that we have across the continent enable us to respond a bit more with a bit more agility to these shocks. Now, if there was ever a call to action, it comes with a deep appreciation. First, a deeper appreciation for partners and funders of existing data platforms and networks across the continent. And then a call to action is for all partners across the continent to invest in these platforms that curate information, platforms that curate data, for example, the Regional Strategic Analysis and Knowledge Support System, RESACS. We need to continue to invest in our data and knowledge platforms, data and knowledge networks, professional networks and systems, modeling approaches to ensure that the scenarios that we model, the scenarios that we come up with are able to inform active policy decisions from public institutions across Africa and around the world. And so with these words, I would like to thank you for joining us today and ask you to continue to engage, interact with, I think Dr. Batake will talk a bit more about this. Dr. Batake will talk a bit more about the platform, the Academia 2063 Library of Information, and the wealth of information and networks that we help to support and foster across the continent. Thank you very much and have a good afternoon. Thank you so much, Dr. Araba, for those closing remarks. And thank you to our speaker, Dr. Ismail Fofana, for your presentation as the Middle East conflict continues to unfold. We appreciate all our participants for taking the time to join us here today. And as mentioned during the conversations, this is not the end, this is only the beginning. The analysis will continue, spread out across other African countries. We invite you to visit our platforms, visit www.academia2063.org, and stay abreast with our activities, research, and events. We will be in touch with you after this event to continue to share information about the analysis and the research that is being conducted as we continue to evaluate the impact of this conflict in African countries. I would just like to end with a comment from one of our colleagues, Professor Yuba Sokuna, and he says, I just want to flag that the ongoing conflict has once again exposed the precarity of the global oil market and Africa's particular vulnerability to market volatility and supply chain disruptions, reinforcing the need that charting local pathways for energy security. Dr. Araba talked about strengthening our data platforms and investing in those data platforms. And we end with that call to action today. So thank you all for coming and see you next time. Goodbye.